Bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast qui révolutionne vos pratiques RH. Vous en avez marre des méthodes RH de notre siècle ? Vous cherchez des solutions concrètes qui fonctionnent vraiment ? Alors vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, je vous dévoile les stratégies qui marchent, les innovations qui changent la donne et les témoignages de ceux qui osent faire différemment. Ah oui, je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good. Et depuis 2016, ma team et moi avons transformé la communication RH de plus de 150 entreprises et collectivités. Notre mission ? Vous donner les clés pour attirer les talents, fidéliser vos équipes et booster l'engagement. Alors, rendez-vous sur www.wefeelgoodrh.com ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je vous offre un audit gratuit de votre communication RH et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Profitez-en aussi pour vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode, bien entendu. Alors, prêt à révolutionner vos pratiques ? C'est parti et excellente écoute. Ce podcast est soutenu par HelloWork, le premier acteur digital français du recrutement. Depuis 25 ans, HelloWork accompagne les entreprises avec ses solutions. Plateforme de recrutement, CV Tech, site carrière ou encore portail de cooptation. Plus de 50 000 pros RH l'utilisent déjà. Et vous ? Découvrez tout ça sur HelloWork Recruteur. Vous trouverez toutes les offres dans le lien en description de cet épisode. Hello à toutes et à tous et bienvenue sur On n'a jamais fait comme ça. Mon invitée du jour, c'est Alexandra Jolivet. Elle n'a pas démarré dans les RH. Elle a commencé par la finance et les opérations industrielles chez Mondelez. Puis un jour, un double poste finance RH l'a fait basculer et c'est une révélation. 25 ans chez Danone, des usines, des sièges dans l'international. Mais aussi du recrutement, des relations sociales, de la gestion des carrières. Elle a tout fait. Elle a aussi vécu l'explosion AZF à 27 ans, reconstruit un site qu'on donnait pour mort, géré 3 plans sociaux d'affilée. Bref, elle sait ce que terrain veut dire. Alors aujourd'hui, Alexandra est DRH Group des laboratoires Expanscience, 1300 collaborateurs dans le monde, de très belles marques dont Mustela, entreprise familiale et à mission, certifiée B Corp. Mais aussi certifiée Great Place to Work 3 ans de suite. Maman de 4 enfants, passionnée par la parentalité en entreprise, le handicap, l'inclusion et tout ce qui touche aux vulnérabilités au travail. Aujourd'hui, on va parler label, preuve, et ce que ça change vraiment quand on passe du discours aux actes. Bonjour Alexandra et bienvenue. Bonjour, merci. Merci pour ton accueil. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'interviewer dans vos superbes locaux à La Défense. Avec un petit rayon de soleil. Avec un rayon de soleil qui éclaire la pièce, qui est déjà très lumineuse, parce qu'en plus, elle est super chouette. Donc, ouais. C'est extrêmement agréable de pouvoir enregistrer dans cet espace. Alors effectivement, on va parler d'un certain nombre de sujets, Alexandra, et du premier sujet, tout le monde ne te connaît pas forcément. Tout le monde ne connaît pas forcément les laboratoires Expanscience. Alors je pense que la marque Mustela, elle, est plus connue des consommateurs et des consommatrices. Mais avant toute chose, je l'ai dit en intro, tu as démarré ta carrière dans la finance et l'industrie chez Mondelez. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu bascules vers les RH ? Bon, tu l'as dit, effectivement, on a vécu quelque chose d'assez exceptionnel. À l'époque, on n'était pas très loin de l'usine AZF qui, effectivement, a subi une violente explosion. Et donc, moi, je me suis retrouvée, jeune RH et aussi en charge du contrôle de gestion, à gérer une crise. Alors, évidemment, pas toute seule, avec le comité de direction, et évidemment les partenaires sociaux. Et ça a été un temps très, très fort, très intense, parce qu'on était face à une crise. On avait des salariés qui étaient doublement touchés, à la fois dans leur sphère professionnelle, parce que l'usine, on savait pas si elle allait redémarrer, et puis parce que finalement, ils habitaient aux alentours. Et donc, il y avait beaucoup de problèmes matériels, des maisons qui étaient très impactées. Et donc, on s'est dit, mais comment on va gérer ça ? Et ça a été un tournant pour moi parce qu'on a décidé de coopérer, de faire œuvre commune, et avec le comité de direction et aussi les partenaires sociaux, on s'est dit on va remonter cette usine. Voilà, donc ça a été quelque chose de très fort. En fait, on a dépassionné le débat parce qu'on voulait tous retrouver de l'avenir, un sens commun, et ça a été très beau. Et une petite anecdote, parce qu'évidemment, il y a eu des moments très forts, très difficiles, et en même temps, on avait du plaisir à se retrouver. On se retrouvait dans mon école de danse, où on avait mis des photos géantes pour montrer la reconstruction du site. Donc c'était vraiment un très beau moment. Et après ça, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre ?
que de travailler pour des projets qui allient la transformation du business et en même temps avec l'humain au cœur. Donc voilà, donc ça a été très simple pour moi. Et j'ai pas de regrets. Ce que j'ai fait avant, ça me sert tous les jours. Je pense que je suis une DRH aussi un peu différente parce que j'ai cette volonté de faire des choses qui font du sens pour le business et en même temps, voilà, c'est l'endroit où je veux être maintenant. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, vous taperez AZF dans Google et vous découvrirez ce que c'est. Ça se passait à Toulouse. Oui, absolument. Effectivement, ça a été un moment dramatique pour beaucoup de Français à l'époque. Et les images étaient terribles, effectivement, quand on les découvrait. Moi, je les découvrais à distance, mais j'imagine sur place, ça devait être encore un autre niveau de difficulté. Et du coup, vous avez fait corps, quelle que soit la fonction, en fait. Oui, parce que là, on a une intention qui est commune de faire en sorte que les gens retrouvent leur boulot, parce qu'ils sont déjà dans un niveau de vulnérabilité terrible. Tu le disais, et puis il faut pas oublier que c'était après le 11 septembre. Okay. Donc t'imagines, on est dans les bureaux, on voit des espèces de pluies de cendres tomber, on se dit que c'est la fin du monde, parce que si Toulouse, entre guillemets, est attaquée, c'est que le reste du monde va très très mal. Enfin, tu vois, il se passe tout un tas de choses dans notre tête. On voit des gens, nous on avait la chance d'avoir des masques, donc on s'était couverts, mais tu avais des gens dans la rue qui avaient rien, qui avaient du sang sur eux parce qu'ils avaient été blessés. Donc oui, c'était un moment assez difficile. Et donc là, tu exerces 25 ans chez Danone. Oui, donc absolument. Une période de ta vie forcément inoubliable et extrêmement importante. Tu as été aussi DRH du centre de recherche et d'innovation chez Danone. Absolument. Tu as dû fréquenter des gens extrêmement brillants, des gens extrêmement cultivés, techniquement, scientifiquement, extrêmement brillants, effectivement. Qu'est-ce que ça a changé dans ta façon d'exercer le métier RH ? Alors, tu as raison, on a des gens qui ont des niveaux de diplôme assez impressionnants, des experts, des experts parfois mondiaux. Et il se trouve, ça c'était une discussion que j'avais eue avec un médecin du travail à l'époque, que c'est des endroits où on retrouve beaucoup de profils HPI. Okay. Des hauts potentiels intellectuels. Et en fait, pourquoi je te parle de ça, c'est que il se trouve que c'est des gens qui ont une exigence de travail extrêmement forte et qui ont parfois un sentiment de jamais être au bon niveau. Et donc, c'est des endroits, les centres de recherche et d'innovation, où tu as des risques psychosociaux assez élevés. Et donc, moi, j'ai été confrontée à un environnement avec effectivement un niveau de risque psychosociaux très fort. Ce qui était pour moi une incompréhension. C'est un peu contre-intuitif quand même. Oui, parce qu'on se dit c'est des gens qui ont une mécanique intellectuelle qui fait qu'ils comprennent bien ce qui se passe autour d'eux, qui sont donc peut-être plus en capacité d'analyser et donc de trouver les protections. Et en fait non, pas forcément. Donc c'est des gens qui ont un sentiment effectivement que le travail accompli est jamais complètement au bon niveau. Donc moi ça a changé effectivement ma vision des ressources humaines parce que j'en avais déjà conscience avant que la vulnérabilité, elle devait être accompagnée en entreprise, puisque on a parlé d'AZF, c'était une autre forme de vulnérabilité. Mais là, c'était de se dire comment est-ce qu'on crée un cadre de sécurité psychologique où les gens sont bien, où ils n'ont pas ce sentiment que le travail fait, il n'est pas suffisamment bien fait. Et donc, on a beaucoup travaillé la question de la prévention. On a mis en place effectivement des comités santé, on a mis en place un certain nombre de choses pour protéger les collectifs de travail de la souffrance à la fois individuelle et collective. Et ça a été pour moi une espèce de révélateur. Et aujourd'hui, chez Expansience, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, oui, mais bien sûr. Moi, c'est vraiment un sujet sur lequel je mets beaucoup d'énergie parce que si on parvient à créer ce cadre de sécurité, alors les gens, ils sont mieux. Voilà. Ils sont mieux et donc ils travaillent mieux. Donc c'est un bénéfice qui est partagé. Et tes convictions RH, moi j'ai envie qu'on vienne là-dessus. Tu en partages une là qui est extrêmement forte. Est-ce que tu as d'autres convictions RH qui guident aujourd'hui tes décisions, qui fait que quelle que soit l'entreprise dans laquelle tu travailles, tu n'y renonceras jamais? Donc, il y a celle dont je viens de te parler, effectivement. C'est comment on accompagne la vulnérabilité en entreprise, parce que et d'autant plus dans un monde chaotique. Donc ça c'est très important. La deuxième, c'est que moi je crois que la performance de l'entreprise au sens la performance durable, c'est-à-dire ne pas cramer les gens, être dans quelque chose qui est compatible aussi avec notre environnement, avec les limites planétaires, etc. Je crois beaucoup qu'elle passe par les collectifs de travail, c'est-à-dire que je crois assez peu dans la performance individuelle, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas valoriser l'impact de chacun. Okay. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la performance des collectifs, parce que c'est ça qui va nous faire réussir tous.
moi, j'ai l'idée que dans un espèce d'élan, un espèce d'effet papillon, si chaque petite équipe, dans une forme d'autonomie plus, est en capacité de se développer, de réussir, alors on va faire réussir l'ensemble du collectif. Donc pour moi, ça c'est très important de cultiver cet espace-là. Et puis après, du coup, une fois qu'on a parlé de ça, le management pour moi est clé. C'est-à-dire que je crois que l'entreprise doit investir sur le management et il y a un désamour profond aujourd'hui sur le management, notamment le management intermédiaire qui se sent écrasés parfois. Qui sont écrasés, et on le voit d'ailleurs dans toutes les enquêtes, et en tout cas sur les profils les plus jeunes qui ne sont pas intéressés par ces métiers, qui se disent « mais moi j'ai pas envie d'être manager ». Alors que quand on doit avoir à peu de choses près à le même âge, on rêvait tous d'être manager. C'était la voie royale, entre guillemets, pour évoluer, pour gagner plus d'argent, pour avoir plus de responsabilités. Oui, absolument. Et aujourd'hui, c'est pas si vrai que ça, en tout cas. Après, il y a d'autres voies, hein, mais c'est pas aussi vrai que ça, effectivement, en tout cas dans l'esprit des jeunes hommes et des jeunes femmes qu'on peut croiser, quoi. Oui, c'est dommage parce que c'est incroyable le management. Enfin, c'est la capacité de pouvoir à un moment donné donner du sens à toute une équipe, de les engager. Mais voilà, donc il faut qu'on arrive à recréer de l'envie en fait pour le management, parce que le manager il est clé dans ce que je disais tout à l'heure, la capacité à créer du succès autour de son équipe. Et puis peut-être le dernier, nous dans nos fonctions, on est sur du temps long. Parfois, il y a des patrons qui pensent que la transformation RH, elle se fait d'un claquement de doigts. Il n'y a jamais de grand soir, en fait. C'est toujours une question de cohérence, de résilience, de politique sociale de long terme. Voilà, donc il faut se donner du temps sur ces sujets, on va dire, d'engagement des hommes et des femmes. Et je crois qu'il y a du succès si on se donne un objectif qui fait du sens pour tout le monde. Et qu'on arrive à créer des politiques qui soutiennent cet objectif de long terme. Très clair. Et donc 25 ans dans un grand groupe, et un jour tu rejoins une très belle ETI familiale de 1300 personnes, dans laquelle tu travailles aujourd'hui. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, c'est toujours d'abord, pour moi en tout cas, une question de rencontre. Bien sûr, c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Paul Berthomé, et puis Sophie Robert-Velu, et puis d'autres du comité de direction, parce que c'était important qu'on puisse s'assurer que ça matche aussi, que mon profil matche avec le reste du CODI. Donc c'est la rencontre, un homme, Jean-Paul Berthomé, qui a une vision d'entreprise qui est très inspirante, qui veut construire un modèle d'affaires qui soit compatible aussi avec les limites planétaires, tout en étant dans l'exigence aussi. Je pense que c'est important. Et puis aussi Sophie Robert-Velu, qui est maintenant notre DG. Donc voilà, des rencontres fortes, des convictions communes sur comment on peut développer les hommes et le business, les hommes avec un grand H. Et puis une entreprise à mission, Bicorp. Pour moi, c'était très important. C'était le cas chez Danone aussi. Oui. Moi, j'aurais pas pu bosser pour une boîte dont effectivement les produits étaient incompatibles avec mes valeurs. Voilà. Donc là, on a une entreprise dont la mission c'est aider les individus à façonner leur bien-être. Ça me parle. Voilà, ça me parle par rapport à tout ce que je t'ai dit, le fait que moi le capital humain pour moi c'est le plus important dans l'entreprise. Donc tout ça, fait qu'on se rend compte et puis qu'on se dit qu'il y a plein de choses à faire et puis une belle transformation RH sur laquelle on me fait confiance très vite. Donc voilà, c'est à peu près ce qui m'a fait complètement basculer. Et je suis très heureuse. Voilà, dans cette boîte, on a plein de beaux projets et encore une fois, on a un projet d'entreprise sur lequel moi je me retrouve beaucoup. On va revenir sur tout ça. Tu as cité quelque chose qui est effectivement le fait que les laboratoires Expansion est une société à mission. Oui. Vous êtes labellisé Bicorp depuis 2018. Oui, absolument. Bicorp, c'est quand même quelque chose qui est exigeant. Bicorp, absolument. C'est 2018, tu as raison, j'étais en train de penser en même temps à Great Place to Work. Donc, on va en parler après. On en parle après. Ouais. Et si je viens sur Bicorp, c'est quand même un label qui est exigeant, c'est plus de 200 points, c'est quelque chose qui nécessite effectivement beaucoup de travail pour beaucoup de métiers d'ailleurs. Dans une organisation, au-delà des RH. Est-ce que toi, cette évaluation Bicorp, elle a révélé des angles morts RH que tu n'aurais peut-être pas vu autrement ? Alors, je sais pas si elle a révélé des angles morts ou si elle n'a pas tout simplement remis un gros niveau d'exigence. Ok. Parce que c'est ça qui est intéressant en fait dans ce label. C'est pas tant le label pour le label, je pense que ça n'a pas de sens.
Par contre, ça nous permet d'être stimulés, de nous dire qu'il y a des sujets sur lesquels il faut qu'on aille certainement encore plus loin. J'ai en tête notamment le sujet, tu sais, JEDI, Justice, Equity, Diversity and Inclusion, où on sait que il faut jamais lâcher sur ces sujets-là. Donc, ils nous poussent beaucoup, et ça, je trouve ça intéressant. De la même manière, quand ils regardent les niveaux de salaire, ils nous disent, regardez pas que le salaire en tant que tel, c'est est-ce que ça permet d'avoir finalement un niveau de vie décent à l'échelle de la famille. Donc, je trouve que ça, c'est des sujets qui sont extrêmement ambitieux et intéressants. Voilà. Donc, nous, en tout cas, moi, c'est comme ça que je regarde ce label-là comme étant quelque part une opportunité de faire mieux et puis de se benchmarker aussi. Je trouve que c'est intéressant. Ça permet aussi d'aller voir ce que font les autres, d'aller regarder les bonnes pratiques et puis de pouvoir continuer à progresser. Et effectivement, deuxième label, là qui est un label plus RH pour le coup, absolument. Qui est certainement connu dans le monde RH. J'ai eu la chance d'ailleurs d'interviewer Julien Brézin, le directeur général de Great Place to Work France, sur ce podcast. Donc Great Place to Work, vous avez des chiffres qui sont extrêmement forts en fierté d'appartenance, etc. Est-ce que tu peux nous en parler plus et comment est-ce que tu les utilises en interne? J'aimerais parler d'abord de l'aspect interne de Great Place to Work, parce que souvent on le voit comme un label externe qui va aider à attirer. Donc je dis pas que c'est pas vrai, mais en tout état de cause aussi, il a pour moi un sens interne extrêmement fort. Oui, et donc effectivement, c'est d'abord une question de fierté à l'intérieur de l'entreprise. Tu l'as dit, on a eu la chance d'avoir une progression assez forte depuis les 3 dernières années. On est sur la perception globale, donc qui mesure finalement tous les items. On est à plus 14 points en l'espace de 3 ans. Donc c'est effectivement un écart non négligeable. Nous, ce qui est important, c'est que les gens ils comprennent ce qu'on fait en matière à la fois de pratique managériale, en matière de pratique RH, en matière de projet d'entreprise. Donc c'est d'abord pour moi un outil d'engagement. Voilà. Après, tu l'as dit, pas se voiler la face, c'est aussi intéressant de pouvoir dire qu'on est Great Place to Work parce que ça crée de l'attractivité. Donc là-dessus, moi, j'ai pas de souci, je vis très bien avec ça. Après, pour que ça marche, il faut faire des choses. C'est-à-dire que parce que les gens, ils sont pas dupes. C'est une prise de pouls. Donc, si à un moment donné, on déclare des choses et qu'on fait pas en contrepartie, ça se voit très vite. C'est-à-dire que c'est un outil qui est à la main de chaque individu, chaque personne. Et il peut tout à fait s'en servir pour dire qu'il est pas content ou qu'il trouve qu'il n'y a pas d'alignement entre la parole et les actes. Donc nous, ce qui compte, c'est de faire. On a fait effectivement ces dernières années, d'un point de vue RH, beaucoup de choses parce que on avait effectivement envie d'avoir des politiques sociales exigeantes. Tu l'as dit tout à l'heure en introduction sur les sujets, par exemple, de parentalité. On a mis pas mal de mesures en place dont on est assez fiers. Je t'en donne 2 qui me viennent là à l'esprit, mais par exemple, on a mis en place un retour progressif à temps partiel payé 100% pour les papas et les mamans quand il y a post-congé PAT et congé mat. Donc pendant 2 mois, nos collaborateurs sont payés à 100%. Et ils travaillent concrètement à 80%. Donc ça, c'est une mesure qui est très pragmatique, très concrète. Et d'ailleurs, qui est prise par toutes les mamans. Il y en a pas une qui dit, non, finalement, je vais revenir à 100%. Et les papas le font aussi. Voilà. Okay. Alors, c'est pas 100% parce qu'il y a encore un peu de censure chez les papas. Et ça, c'est vrai chez Expansions, mais c'est vrai plus largement. Mais nous, on pousse beaucoup. Et la deuxième mesure que j'ai en tête, c'est qu'on fait du coaching pour les mamans avant le congé maternité, pendant et après, parce qu'on sait que c'est toujours un moment de requestionnement. Il y a beaucoup d'autocensure chez la maman qui revient après un congé maternité. Donc nous, on leur dit, vous perdez pas de neurones après l'accouchement et pendant le congé maternité, tout va très très bien. Au contraire, il y a des compétences qu'on développe qu'on n'avait pas développé avant. On a notamment une capacité à mieux gérer son temps parce qu'on doit concilier vie pro et vie perso. Voilà, donc nous, on fait des choses de très, très concrètes. On a fait aussi beaucoup de choses sur l'insertion des travailleurs en situation de handicap. Bref, on travaille autour de l'inclusion, quelle que soit finalement son unicité, sa diversité, pour que les gens se sentent bien. Et puis, tu le sais, dans Great Place to Work, il y a 3 dimensions managériales qui sont aussi importantes. On vient de finaliser notre référentiel managérial l'année dernière.
Et ça, c'est des boussoles qui nous permettent d'améliorer nos pratiques de management. Alors, encore une fois, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ça prend du temps, il n'y a pas de grand soir. Mais en tout cas, force est de constater que au quotidien, on essaye d'incarner voilà, cette intention de faire mieux. Voilà. Et je pense que c'est ça que les gens voient. Et c'est ça qui fait que ils nous disent aussi à travers les chiffres que c'est mieux. Ok. Alors, c'est excellent parce que j'ai du coup à peu près 14 questions. On va les faire dans l'ordre. On va pas les faire ensemble. C'est extrêmement riche ce que tu viens de nous dire. J'ai une première question sur l'enquête Great Place to Work, parce que c'est une enquête qui est anonymisée, c'est un questionnaire qui est envoyé à l'ensemble des collaborateurs. Oui, tout à fait. On est bien OK. Vous avez retravaillé le questionnaire avec Great Place to Work France. Est-ce que vous avez pris le questionnaire standard ou est-ce que vous avez adapté par rapport au contexte interne des questions? Alors, toutes les premières questions sont complètement standards. Ouais. Je sais plus, je crois qu'il y en a plus de 60, Okay. si je dis pas de bêtises. Donc, et d'ailleurs, c'est important qu'elles soient standards parce que c'est une façon de se benchmarker aussi, tu vois, de voir comment les gens de notre secteur font ou les best places to work. Et puis après, on a rajouté, nous, 4-5 questions qui sont spécifiques à Expansiance, parce que justement, on voulait aller mesurer de la progression ou pas sur certains sujets, comme je te disais, notamment sur le sujet de la santé, parce que on est un acteur de la santé. Donc, ça fait du sens de demander aux gens s'ils ont le sentiment que chez Expansiance, on traite la question de la santé. Et peut-être qu'on y viendra plus tard, mais moi, je suis très sensible au sujet de la symétrie des attentions. C'est-à-dire que, tu vois, quand on dit qu'on veut aider les individus à façonner leur bien-être et qu'on ne se préoccupe pas de nos collaborateurs, pour moi, il y a un hiatus. Il y a un problème de crédibilité à un moment. Voilà, il y a une espèce de désalignement. Donc, nous, on veut aller regarder ça parce qu'on a fait beaucoup de choses là-dessus. On veut regarder le sujet de la parentalité, de l'inclusion des seniors. Bref, donc on a 4-5. Et puis, la dernière question, c'est sur notre référentiel culturel, parce qu'on a mis en place il y a 2 ans Act Together, qui est un programme qui permet de définir les comportements désirés. Et ben là aussi, on veut que les gens se disent, est-ce qu'au quotidien, ça change ma vie ou pas? Voilà. Donc ça, c'est 4-5 effectivement questions un peu spécifiques. Ok, très très clair. Quel conseil tu pourrais nous donner, mais donner surtout aux gens qui écoutent, aux RH qui nous écoutent, qui sont peut-être dans des entreprises d'une taille plus modeste que Expansiance et qui seraient désireuses d'aller sur un label, qu'il soit B Corp, qu'il soit Great Place to Work. Toi, en tant qu'RH, qui parle à d'autres RH, tu leur dirais, voilà, c'est quoi peut-être les 2, 3, 4, 5 sujets qu'il faut absolument valider ensemble au niveau du CODIR pour être certain qu'on va sur ce sujet? J'ai envie de dire, le premier qui me vient à l'esprit, c'est déjà de se dire qu'il ne faut pas chercher la certification à tout prix. Ok. Je pense que ça, c'est très important. Pour moi, ce qui compte, c'est la progression. Et puis, accepter que de temps en temps, il y ait des contextes qui font qu'on va régresser. Et ce n'est pas un problème en soi. Pour moi, ce qui compte, c'est que la parole soit entendue. Ce qui compte, c'est de mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Et de se dire, OK. Oui, c'est pas d'acheter un label. Non, en fait, ça sert à rien, ça. Par contre, c'est de travailler mieux en interne, de comprendre, Exactement. de travailler mieux, de mettre en place, j'imagine, des groupes de travail, etc. pour avancer, etc. Pas à pas, quoi. C'est ça. Et c'est jamais une sanction pour moi, tu vois. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que ça doit pas être un outil d'évaluation managériale. Parce que ça, c'est terrible. On pourrait se dire, parce que tu l'as dit, c'est anonymisé, mais on a quand même des résultats à la maille de l'équipe. Alors, il y a un minimum de répondants pour que ce soit effectivement public, mais c'est pas un outil d'évaluation du manager, parce que ça, c'est terrible. C'est pas un 360, quoi. Non, non. C'est un outil qui permet de te dire, globalement, voilà les pratiques qui sont dans l'entreprise que je vois. Est-ce qu'elles me semblent conformes à ce qu'on me raconte? Ou est-ce qu'elle me semble décalée? Voilà, donc c'est ça. Mais on n'est pas en train d'évaluer son boss, juste la personne qui est au-dessus de sa tête. C'est pas ça. Il faut expliquer au RH que quand on est avec cet outil-là, on regarde globalement la cohérence des messages de la ligne managériale entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Voilà, c'est beaucoup ça. On regarde le lien aussi que les gens ont à l'entreprise, le lien que les gens ont avec les autres collègues. C'est ça qu'on va aller regarder. Donc voilà, pour moi, c'est les deux points vraiment, vraiment clés. Et puis après, plus que l'état des lieux, moi, ce que je conseille, ce que je pourrais conseiller, ou en tout cas dire de manière claire, c'est que prendre une fois le pouls, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est faire des choses entre deux prises de pouls. Et le faire, encore une fois, à la maille, la plus petite maille possible. Ce qui compte, c'est que les gens se disent, moi, j'ai pu parler de cette enquête avec mon manager, même si, encore une fois, c'est pas qu'on regarde pas effectivement l'évaluation de mon boss, mais on discute avec mon
mon boss et mon équipe de comment ça fonctionne dans l'entreprise. Vraiment. Donc des plans d'action qui soient vraiment spécifiques, tout en ayant quelques grands sujets transverses. C'est-à-dire que quand on a des sujets qui semblent très importants à adresser de manière collective, moi, quand je suis arrivée, par exemple, sur le sujet de la formation, il y avait vraiment un sentiment que les collaborateurs se sentaient pas suffisamment équipés. Donc, on a mis un coup d'accélérateur parce que ça, c'est un vrai bon sujet. Et puis quand on parle de développement du business, ça peut pas se faire sans le développement des hommes avec un grand H. Donc on a beaucoup accéléré là-dessus et du coup évidemment ça a payé parce qu'on a mis en place une stratégie de learning, on a mis en place des formations transverses dans l'entreprise. Donc voilà. Donc allez regarder après de manière un peu spécifique des plans un peu globaux. Ok. Je crois que vous avez formé 100% des managers au RPS, c'est ça? Oui, on est en train de le faire. Okay. Donc on a quasiment finalisé en France. On veut le faire aussi pour le groupe. Là, on se donne une année de plus parce que on a un peu plus de 200 managers dans le groupe. Donc c'est un gros volume de personnel. Dont une partie qui ne travaille pas en France. Ouais. Absolument, okay. à peu près la moitié. Et d'ailleurs, on n'a pas formé que les managers, on a formé aussi nos élus. Parce que je pense que c'est important que sur le sujet des risques psychosociaux, on ait un vocabulaire commun. Voilà, qu'on se dise, OK, quand on se parle de RPS, on est clair sur ce que c'est, sur ce que ça n'est pas. Et c'est aussi une façon d'en parler plus librement parce que on a tous une vision à peu près partagée de ce que c'est. Ok, très très clair. Tu as parlé de Hack Together. Oui. Qui sont vos comportements partagés. Oui, c'est ça, exactement. Tu pourrais nous citer quelques exemples de ces comportements, ceux qui sont, alors j'imagine qu'ils sont tous importants. Oui, mais bien sûr. Ceux qui t'ont marqué et ceux sur lesquels effectivement vous travaillez activement en tout cas. Alors, peut-être le premier, moi, qui m'a marqué, c'est construire la confiance. Moi, je pense que une équipe fonctionne bien quand elle se fait confiance. Et d'ailleurs, quand on regarde on va dire les modalités ou on va dire la formule pour qu'une entreprise et d'ailleurs qu'une équipe soit performante, le socle, c'est la confiance. Voilà. Donc s'il n'y a pas de confiance de toute façon. Mais ça se décrète pas. Et ça ne se décrète pas. Bien sûr. On peut pas l'afficher au mur. Non, ça se décrète pas. C'est du quotidien. Ouais. C'est en capacité effectivement de pouvoir, par exemple, confier une mission avec à la fois un bon niveau d'autonomie tout en étant en soutien. Enfin voilà, c'est plein de petites choses très très concrète au quotidien. Mais celui-là, il me parle parce que c'est le début de l'histoire. Voilà. Si on n'a pas ça, on a beau être des gens très intelligents, ça ne marchera pas collectivement. Donc celui-là, il me parle beaucoup. Le deuxième qui me parle beaucoup, c'est grandir ensemble, parce que je crois qu'on apprend beaucoup des autres. Et notamment, on a mis en place une culture du feedback depuis maintenant quelques années. Qui du coup vient soutenir ce comportement-là, c'est-à-dire que on va chercher du feedback. Alors c'est pas toujours facile, parce que on est toujours plus à l'aise d'aller chercher du feedback positif que quand Bien ça sûr. Gratouille un petit peu. Ouais. Mais en tout cas, nous on pense qu'il faut aussi aller chercher ce qui gratouille parce que c'est ce qui fait grandir. Donc moi je suis très sensible à ça. On a d'ailleurs tu vois une stratégie learning qui est basée sur effectivement l'approche 70-20-10. Donc en gros, on apprend 70% sur le lieu de travail et 20% avec les autres. Donc, grandir ensemble, moi, il me parle beaucoup. Et puis, le dernier, c'est faire en sorte que chaque interaction compte. Okay. Et moi, ça me parle parce que je pense que quel que soit son mode de leadership, il faut aller chercher le talent de chacun. Voilà. Donc, parce qu'il y a des gens qui sont plus vocaux que d'autres. Donc, moi, ça m'intéresse d'aller chercher ce que parfois on entend un petit peu moins. Et d'aller m'assurer que à chaque fois que je connecte avec quelqu'un, on en retire quelque chose l'un et l'autre. Et puis c'est aussi une façon de dire. Nous, on est une entreprise qui a une visée régénérative. C'est que l'interaction, c'est aussi l'interaction avec notre écosystème, dont la nature, dont nos partenaires. Et donc celui-là, il me parle aussi beaucoup parce que je trouve qu'il est vraiment très aligné avec ce que veut faire la boîte, son projet d'entreprise. Voilà, il y en a 6 au total, donc on pourrait y passer des heures parce que ça me passionne. Non, c'est extrêmement riche. Entends. Alors, j'ai vu quelque chose, je t'avoue, j'ai été un peu déçu. Je te provoque. Votre index égalité homme-femme, il est à 99 sur 100. Donc, c'est quoi le point qui manque et qu'est-ce que tu fais pour aller le chercher?
C'est bravo, non, je plaisante parce que bravo 99 sur 100. Si tout le monde était à ce niveau, ce serait génial. Oui, écoute, pour être très honnête, tu me poses une colle. Je ne sais plus où est-ce qu'il est ce point manquant. Mais globalement, ce que je peux te dire, c'est que effectivement, nous, on a la chance d'être une entreprise, en l'occurrence, où les femmes sont assez représentées, notamment au top management, ce qui souvent est une partie de l'index qui fait basculer les autres. On voit des entreprises dont, par exemple, la majorité des effectifs est très féminin, très féminisé, mais par contre, quand on monte au CODIR, c'est un grand classique. On voit des hommes blancs de 50 ans, quoi. Voilà. Donc, non, mais et des fois, c'est un peu surprenant. Oui, c'est vrai. Alors nous, on a plutôt un comité de direction qui est plus féminin. Ouais, ok. Donc, qui est un petit peu plus. Avec une directrice générale. Avec une directrice générale. Nous, on a 60% de femmes dans le groupe et on est un peu plus que 60% au comité de direction. Mais on reste tout à fait inclusif avec nos partenaires de travail masculin. Il y a pas de souci avec ça. Donc on est globalement, on est très vigilant sur la promotion, faire en sorte que effectivement, il y ait pas de réflexe de discrimination. Ça c'est vraiment important. Mais très honnêtement, c'est pas un sujet chez Expansiance. Ok. C'est pas vraiment. C'est une boîte qui est très inclusive. C'est assez rigolo parce que on n'a pas encore de manifesto diversité et inclusion en tant que tel, c'est-à-dire, tu vois, l'espèce de déclaration en 10 points. Et en même temps, on est assez fort là-dessus. Et pour le coup, vous faites. On fait. Vous dites pas, là, mais pour le coup, voilà, vous faites. Exactement. Ok. Et ça fait partie, on se parlait tout à l'heure de Great Place to Work, des indicateurs où on est très solide. Voilà. Donc oui, c'est un index qui est plutôt chouette. Après, tu sais, c'est un index qui est très technique. De temps en temps, on régresse. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure dans Great Place to Work. Donc il faut de la constance, mais c'est quand même un index un peu technique, mais qui a le mérite d'exister et puis de aussi nous challenger dans nos pratiques. Donc voilà, tout ce qui nous pousse, je pense, est bon à prendre. Je vois bien. Je vais revenir sur les questions parentalité. J'ai une dernière question avant d'aborder ces sujets-là. J'ai un sujet, mais pour moi, il y a des sujets, il y a des proximités. Le sujet télétravail. Vous avez un accord télétravail qui existe, qui est assez fort. Et vous parlez d'ailleurs plus de présentiel, vous, que de droit au télétravail. Et vous êtes aussi à contre-courant de quelques entreprises dont on entend parler qui, sous plein de prétextes, essaient de faire venir tout le monde dans leur bureau 30 jours, enfin en tout cas 20 jours par mois, quoi. Comment vous avez construit cet accord télétravail ? Je ne sais pas si c'est toi qui as l'initiative ou voilà, ok. On l'a construit il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Okay. Et quelle était la logique Est-ce que tu peux l'expliquer déjà ? Quelle était la logique ? Alors moi, ce qui m'a toujours un peu heurté, c'était finalement cette approche de dire le télétravail c'est un droit, et donc je trouvais qu'on perdait cet équilibre pour moi qui est très important entre le bénéfice individuel, la flexibilité, mais aussi le bénéfice pour l'entreprise. Et je pense qu'on était probablement allé un peu trop loin, pas forcément Expansiance, mais plus globalement dans la société où effectivement le télétravail était un acquis sans contrepartie. Et moi, je pense que c'est une relation qui doit être, on va dire, dans une forme de contrepartie, de réciprocité. Et donc, quand je suis arrivée, j'ai senti que d'abord il y avait besoin de clarifier les règles. Et c'est normal parce qu'on était, on va dire, de 2-3 ans post-Covid, où il y avait eu un certain nombre de pratiques qui a été mises en place, puis défaites, puis refaites, etc. Et moi, ce qui m'importe, c'est que les gens, en fait, viennent travailler en présentiel et qui savent pourquoi. Voilà, c'est ça qui fait du sens. C'est ce qui redonne du sens, d'ailleurs, à notre accord. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que plutôt que de dire, t'as le droit à X jours de télétravail, on s'est dit, qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de se retrouver ensemble ? Qu'est-ce qui donne du sens à ce présentiel ? Donc, on a raisonné complètement à l'inverse et on a plutôt défini ces jours de présentiel. Et c'est intéressant, on l'a fait avec 2 angles. D'abord, on a dit qu'il fallait protéger le lien social dans l'entreprise. Ça, c'est très important parce que c'est vrai que il y a eu des excès dans le télétravail, dans certaines boîtes où les gens, en fait, ne se voyaient plus. Et il faut pas oublier que derrière, il y a un risque humain, des gens qui s'isolent, des RPS, etc. Donc, nous, on a voulu poser un principe de dire, on sanctuarise 4 jours par mois où les gens sont à minima 4 jours pour créer du lien social. C'est-à-dire faire en sorte que ils se parlent entre directions, que effectivement ils se croisent à la machine à café, parce que c'est ça aussi la vie d'une entreprise. C'est aussi tous ces moments de off qui sont pas que des moments de meeting. Donc ça, on a posé ce socle-là. Puis c'est aussi des jours
où c'est des temps de prise de parole, par exemple, du top management, c'est des journées de formation, etc. Et après, on a laissé chaque équipe en autonomie construire son contrat d'équipe. D'accord, ok. Tu vois, donc décider ce qui était bon pour elle, autour de ces rituels, par exemple. Donc, évidemment, une illustration, quand ils font des séminaires, c'est des séminaires en présentiel, ça tombe sous le sens, hein, on est d'accord. Les réunions d'équipe aussi, souvent qui sont soit mensuelles, bimensuelles, elles ont dit, est-ce qu'on préfère les faire en présentiel parce que on a des temps de discussion qui vont créer de la valeur si on est ensemble, ou est-ce qu'on veut les faire en hybride? Donc, on a vraiment accompagné tous les collectifs. Mais tu vois, on a été loin. C'est-à-dire qu'on a pris chaque équipe. Les RH de proximité ont accompagné ce mouvement-là pour dire, OK, donc racontez-moi votre vie. Comment vous vivez ensemble? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Combien de fois vous avez besoin de vous voir parce que ces temps-là sont tellement importants qu'il faut qu'ils soient vécus en présentiel. Oui, les sales, c'est pas la même chose que la com ou les mais bien ou les sûr, RH, il y a des métiers qui sont très différents. Nous, en RH, on a un métier où on a besoin de contact humain en présentiel parce qu'il y a des choses qui se disent que quand on est en face à face. Donc voilà, donc on a amené cette approche-là, et ça veut aussi dire que la méthode, elle est égalitaire. Par contre, elle n'est pas équitable. Il n'y a pas le même nombre de jours travaillés en présentiel dans chaque équipe. Et c'est OK dès lors que toute l'équipe, quelque part, s'engage et se dit, on est d'accord avec ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le manager, il avait une voix égale à celle des autres. C'est-à-dire que on n'a pas fait ça en amont avec le boss en disant tiens, allez, toi tu serais à l'aise avec quoi? C'était vraiment une discussion qu'on a menée avec l'équipe, et ça je trouve c'est très courageux d'un point de vue managérial, parce que c'est aussi assumer que on va être dans une discussion où peut-être on sera pas complètement à l'aise, donc ça veut dire qu'il fallait aussi donner du sens. S'il y avait besoin de plus de jours en présentiel, pour faire quoi, qu'est-ce qui va nécessiter qu'on a besoin de se retrouver? Voilà, donc ça fait 2 ans qu'on est dans ces modalités-là, et très honnêtement, on a un retour très très positif, parce que encore une fois, tu vois, ça résonne avec ce qu'on disait tout à l'heure, construire la confiance dans nos comportements. Oui, on construit la confiance, c'est-à-dire qu'on est en capacité de continuer à mettre en place un système de télétravail qui est plus flexible, parce que on sait que les gens y bossent, voilà, et on n'a pas besoin d'aller contrôler outre mesure. C'est un système de confiance. Voilà. Ok, très clair sur ce sujet. Depuis la mise en place de cet accord, au-delà effectivement du respect de contrat d'équipe que chacun doit du coup avoir, au-delà du socle commun des 4 jours, est-ce que vous avez mesuré le nombre de jours par mois? Est-ce que vous avez le sentiment que les collaborateurs, les collaboratrices viennent plus au travail que ce que vous auriez peut-être imaginé? Est-ce que vous le mesurez ou pas? Oui. En fait, on a une enquête annuelle, tu vois, qui permet à la fois de mesurer la satisfaction, mais aussi l'efficacité, tu vois. Est-ce que, par exemple, dans les questions qu'on pose, est-ce que vous avez le sentiment que le lien avec vos collègues est maintenu? Est-ce que vous avez le sentiment que l'équipe fonctionne bien? Parce que, encore une fois, il faut être dans cet équilibre-là. Donc oui, on mesure ça par une enquête annuelle. Et nous, on a mis en fait les contrats d'équipe de manière complètement publique. C'est-à-dire qu'ils sont tous postés sous notre espace commun, ce qui fait que chacun peut voir ce que fait l'équipe d'à côté, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'opacité. Je pense que ça, c'est un problème quand c'est opaque. Okay. Et dernière illustration sur ta question, est-ce qu'on suit? En fait, on a un fichier partagé où les gens déclarent quand ils viennent, ce qui permet, par exemple, tu vois, si tu as envie d'aller rencontrer physiquement un collègue qui est pas dans ton équipe, mais qui est dans l'équipe d'à côté, et donc tu vas faire le choix de venir ce jour-là, parce que dans ce fichier-là, tu sais que lui aussi, il est là. Okay. Et donc, si tu as un point un peu sensible à traiter tu peux anticiper. Tu peux anticiper. Voilà. Okay. Et ça, c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Ok, très clair. Alors, je vais revenir sur la parentalité, parce que tu as commencé à l'aborder. Oui. En préparant cet épisode, j'ai noté plein de choses, et effectivement, vous êtes une entreprise incroyable, à mon avis, sur ce sujet, par rapport à la moyenne des entreprises. Déjà, tu as cité un sujet, c'était le coaching individualisé. Oui. Pour les jeunes mamans, ou moins jeunes d'ailleurs, pour les mamans, pour les mamans, en tout cas, pourquoi je dis jeunes, pour les mamans, au moment du congé maternité. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est avant ou après ou pendant. Comment vous organisez ça concrètement? Alors, on le fait avec un partenaire externe, parce que d'abord, tu peux le citer si tu veux. Hein, oui, c'est Parents on Board, avec qui on travaille depuis quasiment le début. Oui.
Je pense que c'est important d'avoir un interlocuteur qui soit extérieur à l'entreprise sur ces questions, tu vois, de est-ce que je vais retrouver complètement ma place au retour, quel projet professionnel nouveau ça peut enclencher cette phase un peu d'interruption. Moi, en tout cas, je l'ai vécu à chaque fois. À chaque fois, je voulais faire autre chose pendant mon congé maternité parce que on est dans une autre réalité. On est concentré autour de son bébé et tout d'un coup, moi, je voulais m'occuper d'enfants. Enfin, voilà, j'avais tout un tas de projets très différents. Et donc, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui, à un moment donné, t'accompagne dans ces réflexions-là pour éviter soit l'angoisse du retour, soit l'autocensure aussi, parce que c'est pas parce qu'on est parent qu'on n'a pas envie d'avoir des rêves de carrière, même si carrière aujourd'hui c'est plus forcément un mot à la mode, mais en tout cas de se développer. On a envie de continuer à se développer. Et je crois que c'est terrible de se dire qu'une femme doit se poser la question du développement professionnel ou du développement familial. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc voilà. Donc nous, on accompagne du coup les mamans. Donc effectivement avant, parce qu'il y a tout un tas de questions qui se posent avant. Comment ça va se passer, quel contact je peux garder ou pas avec l'entreprise. Tu vois, c'est important. J'ai vécu ça quand j'étais RH aussi, ouais. Voilà, donc, avec des femmes qui voulaient absolument garder contact pendant le congé mater et d'autres qui ne souhaitaient absolument pas. Mais ça se discute. Et voilà. Et c'était difficile de dire, on fait l'un ou fait l'autre. En fait, il faut laisser le choix. Exactement. En tout cas, nous, c'était notre position. Oui, à l'époque. non, mais nous, c'est pareil. Il y a effectivement des gens qui veulent mettre des limites et ça nous va aussi. Donc, on fait avant, pendant, par rapport à tout ce que je te disais, parce qu'on se re-questionne sur plein de choses. Et après, parce qu'on sait que c'est toujours fragile, tu vois, la reprise. C'est aussi pour ça qu'on a mis en place la reprise progressive, parce que de penser que la vie était comme avant, c'est complètement illusoire. C'est pas vrai. La réalité, c'est que tout d'un coup, on est confronté à une gestion du temps qui est plus complexe, à une nécessité de mieux concilier les temps de vie entre pro et perso. Et tout ça, en fait, il n'y a pas une recette miracle, tu vois, quand tu deviens parent. Enfin, moi, la première fois, je me suis sentie très, très seule. Et je pense que j'aurais aimé avoir ce petit coup de pouce d'un coach qui me dise, attends, déjà, c'est normal, tout ce que tu ressens, c'est toutes ces questions, ces moments de panique, etc. Donc, voilà. Donc, nous, on a envie d'accompagner ces phases-là, qui sont toujours un peu des phases de fragilité, pour que le retour se passe bien. C'est ça qui m'intéresse. Comment vous accompagnez aussi, j'ai une double question, qui est différente. Est-ce que vous accompagnez aussi les futurs papas sur du coaching dont la conjointe n'est pas forcément l'une de vos salariés, et quid du manager? Comment vous accompagnez le manager sur aussi bien accueillir, bien sûr, déjà la nouvelle d'un congé mater, parce que des fois c'est un sujet sensible, et puis surtout, au-delà de l'accueillir, de l'accompagner jusqu'au retour, etc., quoi. Donc pour les papas, on le fait pas encore. Okay. On verra. Alors c'est vrai que quand même la petite différence entre les papas et les mamans, c'est quand même le temps. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait le même temps. Donc et c'est vrai que le congé paternité, il a effectivement une vocation à devenir de plus en plus important, mais la réalité, c'est qu'il est toujours bien plus petit que que le congé maternité. Donc, il n'y a pas les mêmes mécanismes de remise en question professionnelle. Ça, c'est vraiment très spécifique aux femmes. Et il y a des statistiques là-dessus qui existent. Sur ta deuxième question, nous, on forme les managers à la parentalité. Et en l'occurrence, les managers qui vont accueillir un jeune parent, parce que c'est important qu'ils comprennent que les enjeux de parentalité, si on les adresse pas, ça peut soit créer par exemple de l'absentéisme, parce qu'à un moment donné, on est un peu dépassé, et donc il peut y avoir plus d'absentéisme parce qu'on a du mal à concilier les temps de vie. Donc nous, on forme nos collaborateurs à justement faire en sorte que ce soit pas un sujet tabou déjà dans l'entreprise, qu'on puisse parler de ça, qu'on puisse aussi se dire comment on s'organise pour que cette conciliation elle soit réelle, et c'est ça qui marche. Voilà, je pense que ça c'est très important et encore une fois, c'est pas parce que on a des contraintes horaires qu'on est moins efficace. Au contraire, moi je l'ai vécu. Moins on a de temps entre guillemets, moins on a de contraintes horaires. Plus on a de contraintes horaires, plus on est efficace. Voilà, parce que on sait qu'on doit délivrer à un moment donné quelque chose dans un temps qui est effectivement borné. Voilà, et ça pousse à l'efficacité. Ça, c'est très clair. Ok. Très, très, très clair. D'autant plus à l'heure où les taux de natalité dans notre pays, et d'ailleurs plus largement dans les pays occidentaux, chutent. Je pense qu'on a quand même un devoir citoyen
d'encourager et d'aider les jeunes parents à peut-être avoir plus d'enfants. Oui, puis il ne faut pas opposer, encore une fois, parentalité, efficacité. Enfin, bon, voilà, je pense que ce serait... C'est basique, mais ça existe depuis la nuit des temps et c'est malheureux, quoi. Donc, ok. Est-ce que vous avez travaillé sur le congé menstruel ? Oui. Est-ce que c'est un sujet qui a été abordé ? C'est un sujet qui est des fois qui est un peu tabou, qui peut être un débat des fois difficile dans les entreprises. Oui. Comment vous l'avez abordé et qu'est-ce que vous faites concrètement ? Nous, on l'a abordé dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Okay. Parce que moi, j'aime bien quand on est dans cette phase de négociation, pas parler que, on va dire, de mesures financières. Je pense que c'est important de parler aussi des avantages de l'entreprise. On sait qu'il y a 10% des femmes qui sont, on va dire, touchées par ces problématiques on va dire de douleurs menstruelles. Donc nous, on a mis en place un congé 10 jours. Alors bien évidemment, on demande des éléments de preuve, c'est important qu'il y a une pathologie. Et donc ça, on accompagne effectivement les femmes là-dessus. C'est pas simple, honnêtement. C'est pas le congé qui fonctionne le plus parce que c'est de l'intime et que se sentir libre de pouvoir complètement le poser, c'est pas toujours. Donc ça démarre tout doucement. D'accord. Et puis il y a des cultures où c'est vraiment compliqué, tu vois, dans des filiales au Mexique, c'est culturellement parlant, c'est difficile de parler de ces sujets-là. Donc voilà, donc il faut pas lâcher pour autant. C'est pas parce que culturellement c'est compliqué qu'on se dit qu'on le fait pas. Il faut, je reviens au sujet du temps long, c'est-à-dire que on l'a lancé, tu vois, il y a maintenant 2 ans. Progressivement chaque année on voit qu'il y a des gens qui se déclarent, donc il faut le faire vivre. Il y a le bouche à oreille, tu vois, quand les gens se disent tu vois, c'est possible, c'est possible d'avoir ce congé là, et je pense que c'est important. Tu vois, on est encore une fois dans l'histoire de l'alignement entre notre mission et ce qu'on fait pour nos collaborateurs, c'est important. Voilà. Ok, très clair. C'est clair que toi tu ne penses évidemment pas toujours France. Tu as une vision sur d'autres pays. Absolument. Qui te fait penser effectivement au-delà de notre petit territoire franco-français. Exactement. Même si vous êtes une entreprise française. Oui, on est une entreprise française, mais tu vois, on a 50% en gros de nos effectifs en France et 50% à l'international. Donc c'est très équilibré. Donc quand toi tu prends des décisions, en tout cas vous allez sur des sujets, tu touches autant la France que les autres pays, quoi. Alors parfois on fait des pilotes en France parce que c'est déjà un environnement très large et c'est intéressant. Puis c'est là où on est. T'as un droit social sympathique, qui exactement, qui est créatif, mais qui est exigeant. Et moi je trouve que c'est plutôt bien aussi. Mais tu vois, on raisonne groupe. Je te donne une illustration sur les congés menstruels. Nous, on a mis en place une care policy, donc c'est vraiment l'idée du soin, de comment on accompagne. On a 4 donc l'idée de cette care policy, c'est de dire on veut proposer des protections, on va dire sociales à nos collaborateurs qui sont toujours à minima supérieurs ou égales au droit local sur des choses très basiques et qui sont pionnières sur des sujets qui résonnent avec ce qu'on fait. Donc tu vois, typiquement la parentalité. Donc la mesure du retour progressif payé à 100%, ça c'est une mesure qu'on est en train de déployer partout dans le monde. Voilà, parce qu'on pense que c'est important. Les congés menstruels, c'est pareil. Voilà. Donc on a un socle de mesures communes qui vont être développées partout dans le monde, alors avec des échéances de temps, parce que ça reste des mesures qui sont coûteuses pour l'entreprise, mais moi j'ai la conviction que l'engagement que ça génère, et évidemment, il y a un payback évident. Ça, c'est très certain. Il y a moins d'absentisme, tu vois, ça, c'est très concret. Pour les patrons qui se poseraient encore la question de est-ce que ça fait du sens ? Quand tu accompagnes la vulnérabilité, c'est autant d'absentisme en moins. Donc, il vaut mieux l'accompagner plutôt que de le subir. Voilà, en tout cas. Voilà. Donc, on fait effectivement des politiques qui sont groupes. Et qu'on déploie progressivement et toujours bien sûr en lien avec la législation locale, parce qu'on peut évidemment pas faire toujours la même chose partout où on est, mais en tout cas on a toujours un socle de mesures qui est complètement transverse à l'ensemble de nos filiales. Ok, très clair. Et du coup vous gérez pas de l'égalité, vous gérez de l'équité entre les différents pays pour que ce soit effectivement équitable, je doublonne le mot, mais équitable dans les tel que vécu, quoi. Oui, pour que l'expérience, si tu veux, collaborateur, elle soit peu ou prou la même, en fonction de, on est aux États-Unis, on est en France, on est au Mexique, voilà. Donc, et effectivement, t'as des législations locales, évidemment qu'on n'outrepasse pas.
Donc il faut qu'on ajuste tout en ayant cette ambition qui est commune. Est-ce que tu vois des pays, dans les pays que tu adresses, qui sont encore plus forts que nous, plus forts que la France, on va dire, plus impactants que la France sur le sujet de parentalité? Ou est-ce que, globalement, parce que des fois on se plaint dans d'autres pays, mais on est pas mal lotis? Alors après, ça dépend ce qu'on regarde. On sait qu'il y a des pays type la Pologne où ils ont des congés maternité qui sont bien plus longs. D'accord. Peut-être le petit risque, ce serait de regarder sujet par sujet. Oui. Okay. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir une offre globale. Voilà. Fasse bon vivre. Exactement. Au sein d'Expansion, là où on travaille, peu importe où on travaille, quoi. Tu vois, quand je te parlais tout à l'heure de la symétrie des intentions, nous on parle de bien-être à nos consommateurs, à nos patients. Oui. Quand on transpose ça dans l'entreprise, on se parle du bien travailler, travailler bien ensemble. Et ça veut dire, dans le travailler bien, c'est effectivement avoir cette care policy, avoir des sujets, des mesures en faveur de la parentalité, avoir des mesures en faveur des seniors, des mesures en faveur de la santé. Par exemple, en France, on a une surcomplémentaire santé, tu vois, qui fait que, alors déjà, on a une part employeur qui est plus forte que la plupart. Nous, on fait partie des 20% d'entreprises qui ont une part employeur dans la part de la prise en charge des mutuelles qui est à 65%. Tu vois, donc c'est costaud, mais encore une fois, ça résonne avec le fait qu'on est dans le métier de la santé. Et donc, on a en plus une surcomplémentaire parce que nous, on veut pas que les gens fassent des choix, si tu veux, entre j'ai des frais de santé ou j'ai des frais qui sont liés à mon panier, à ce que mes frais de vie. Non, enfin, ça n'aurait aucun sens. Voilà. Donc nous, on pousse pas mal effectivement ces sujets-là, mais tu vois, la surcomplémentaire, d'un point de vue légal, ça n'existe pas dans plein de pays. Voilà, donc il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres sur certaines thématiques, mais voilà, on regarde pas thématique par thématique, on regarde l'approche globale parce que c'est ça qui fait du sens. Il faut que quelque part cette expérience de nos collaborateurs, elle soit vécue comme étant à peu près uniforme dans l'ensemble des filiales. Ok. Sujet dont tu n'as pas parlé, je crois que c'est les aidants, qui est un sujet sociétal majeur. Parce que on travaille de plus en plus longtemps, nos parents, et on l'espère, vivent de plus en plus longtemps, donc forcément les sujets des dents montent crescendo. Qu'est-ce que vous avez mis en place au sein d'Expansion sur ce sujet, et est-ce que les salariés jouent le jeu? Enfin, comment ça fonctionne? Oui. Alors c'est un sujet qu'on n'adresse pas depuis très très longtemps, aussi parce que effectivement on a fait le choix comme je te disais, de traiter plutôt le sujet de la parentalité. On a aussi traité la question de la santé, etc. Donc on vient de lancer il y a un peu plus d'un an. D'accord. Avec des mesures à la fois sur des congés supplémentaires parce que on sait que de temps en temps il y a des contraintes d'agenda liées à l'aidance, et on sait que ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Encore une fois, c'est à mettre en parallèle d'un potentiel absentéisme. C'est pour ça que c'est important d'accompagner plus que de subir quelque part ces situations-là. On forme nos managers aussi. Comme on forme nos managers à accueillir la parentalité, on les forme à accueillir les situations d'aidance. Et puis on a des mesures spécifiques. Je te donne une illustration. De temps en temps, quand on a, alors ça peut aller jusqu'à l'accompagnement de fin de vie. On sait que c'est des moments douloureux. On accompagne effectivement aussi de manière un peu spécifique, soit par exemple par des modalités de télétravail qui vont être un petit peu ajustées. Parce qu'on pense que c'est des temps de vie qui sont douloureux et qu'encore une fois, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Voilà. Et sur le sujet de l'aidance, c'est assez intéressant parce qu'il y a moins de tabous pour le coup que sur d'autres sujets. Donc, okay. On a des gens qui sont venus, donc on a fait un grand temps de sensibilisation pour dire déjà ce que c'était, ce que ça n'était pas, parce que il y a parfois un mélange de genres sur le sujet de l'aidance. Donc on a expliqué ce que c'était, on a expliqué comment on pouvait se faire reconnaître effectivement aidant au sein de l'entreprise. Oui. Et là, moi j'ai pris un exemple qui est qu'un exemple parmi il y en a d'autres dans l'aidance en plus. Oui, mais c'est complexe. Voilà, c'est très complexe. Et donc après, on leur a donné aussi un référent. On a effectivement chez nous des référents qui sont des référents handicap, mais aussi qui s'occupent qui sont en capacité d'accueillir ces sujets d'aidance. Et d'ailleurs, des fois, les situations, elles sont à la fois il y a du handicap, il peut y avoir de l'aidance, il peut y avoir des mélanges. Donc voilà, donc on forme, on sensibilise et on donne des mesures spécifiques. Ok. Tout ça, c'est extrêmement riche. Tu peux pas faire ça toute seule.
J'imagine. Comment est-ce que tu as construit ton équipe RH pour réussir tous ces projets? Quelle volonté vous avez d'investir dans la fonction RH au sein du laboratoire Exposcience? Alors, on a effectivement investi. Moi, j'ai eu la chance, et c'est aussi la confiance que m'a donné Jean-Paul, Berthomé et maintenant Sophie, dans la capacité à renforcer l'équipe, parce que ce serait illusoire de penser que quand on renforce le niveau d'exigence, ça se fait tout seul. Tu l'as compris, on a quand même des politiques assez sérieuses, donc ça demande du temps. Oui. Ça demande du temps de se dire quelles sont les bonnes modalités, etc. Moi, probablement, dans la façon dont j'ai organisé mon équipe pour que ça marche, pour que tout ça marche, j'ai fait le choix d'avoir 2 pôles un peu dans mon équipe. J'ai un pôle que j'appelle vraiment de proximité, c'est-à-dire qu'on a des RH business partners qui sont au contact des gens et qui sont quelque part le point naturel. Si tu as envie de parler de parentalité, alors évidemment, le premier contact, c'est le boss. Pour moi, ça, c'est très important. On se substitue pas à la ligne managériale. Ça n'aurait aucun sens. Nous, on est là pour accompagner. Mais il y a des gens qui ont envie de parler au RH en priorité et ça nous va. Nous, on s'adapte, évidemment. Donc, on a un pôle de RH de proximité qui sont en capacité d'adresser toutes les questions. Okay. Tu vois, ils sont capables de répondre quelles sont nos politiques en matière de handicap, quelles sont nos politiques en matière d'aidance. Ils sont équipés pour ça. Et ils s'appuient sur une équipe pluridisciplinaire qui est plus experte au sein de mon équipe, tu vois. Mais il y a un point de contact unique qui se fait sur le RH de proximité et pas avec la personne qui est en charge spécifiquement de la politique salariale. Ça aurait pas de sens. Moi, je veux vraiment que le RH de proximité soit en capacité d'adresser tous les sujets. Oui. Voilà. Et puis, en complément, c'est ce que je te dis, on a des référents handicap, aidance qui sont d'ailleurs pas que RH. Ils sont pas forcément RH là. Pas que on a effectivement on a quelqu'un de la com chez nous, Agathe, qui avec Annalisa chez moi qui est dans l'équipe RH qui s'occupe en tout cas par exemple pour le bâtiment où on est First d'être le point de contact. On a aussi ces points de contact là en site industriel. Donc ça permet à des gens de venir adresser leurs problématiques, pas que à des RH, même si, encore une fois, la voix que moi je privilégie, c'est la voix évidemment de mon équipe RH de proximité. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et globalement, maintenant, les gens ont bien en tête leur interlocuteur. Moi, je pose à chaque fois la question, quand on fait la journée découverte, qui est la journée des nouveaux entrants, est-ce que vous connaissez votre RH de proximité? Sinon, c'est un problème. Il faut très vite que je vous donne son nom. Voilà, ça c'est important. Ok. J'ai lu qu'Expansion veut devenir une entreprise à visée régénératrice d'ici 2040. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept et ce que ça change pour la fonction RH? Alors, c'est un concept qui est pas simple à expliquer, mais l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on a une activité de production, en l'occurrence. Nous, on a une activité extractive aujourd'hui, qui soit à terme compatible avec les limites planétaires. Donc, c'est à la fois l'idée de réduire, mais c'est surtout de réinventer. Et d'ailleurs, on s'inspire beaucoup des principes du vivant, parce que le vivant est assez extraordinaire quand on regarde ne serait-ce que l'effet des saisons, les feuilles mortes, puis la régénérescence. Donc voilà, c'est l'idée vraiment de transformer le modèle d'affaires pour que ce soit plus sobre, plus utile, éco-conçu, qu'on ait une chaîne de valeur qui soit moins impactante, évidemment, et du coup qui se réinvente. Donc il y a des sujets de transition, évidemment écologiques. Pour la partie RH, la régénération sociale, c'est pas facile. Est-ce que toi, 13-14 ans avant, parce que là on est en 2026, est-ce que vous vous mettez des objectifs pour atteindre l'objectif global que vous avez en 2040? Est-ce que tu commences déjà à te dire, tiens, là-dessus, il va falloir qu'on bosse? On a des grandes idées. Ouais. Voilà, on a des grandes idées. D'ailleurs, moi, je fais le parcours CEC, dialogue social, parce que ces grandes idées-là, il faut aussi qu'on les partage avec nos partenaires sociaux, parce que pour moi, le dialogue social sera un accélérateur de cette transition. Mais oui, on a déjà des sujets qui ressortent comme étant des sujets qui vont arriver. Je te donne une illustration. On sait que quand on regarde aujourd'hui on va dire les à-coups, les chocs climatiques, les inondations, le fait qu'on a des températures anormalement excessives, évidemment que ça va venir percuter le monde du travail. C'est-à-dire comment tu travailles à 50 degrés. Tu vois, ça, il faut qu'on anticipe. Oui. C'est pas tout à fait pareil que quand tu es dans on va dire, un environnement climatisé qui fonctionne bien. Est-ce que les clims fonctionneront à 50 degrés de la même manière? On ne sait pas. Donc,
il y a des vrais enjeux d'anticipation de ce que tout ce qui se passera à l'extérieur viendra percuter à l'intérieur. Et donc là, je te parle vraiment de quelque chose à très très long terme. Oui. À court terme, la régénération sociale, c'est de maintenir ses salariés en santé, en santé physique et mentale. C'est de faire en sorte que quand tu quittes l'entreprise, ton niveau d'altérité, il est le même. Voilà, ça c'est important. Donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Nous, on est très engagés sur le sujet de la prévention des risques psychosociaux. C'est un peu le mal du siècle. Et donc nous, on a créé un système d'alerte, par exemple, où les gens peuvent effectivement alerter s'il y a une situation de souffrance au travail, qu'elle soit individuelle ou collective. On forme, comme on le disait tout à l'heure, et puis on a mis en place, nous, tu vois, une ligne d'écoute qui est ouverte partout dans le monde pour tous nos collaborateurs, tous les jours de l'année, pour que s'il y a une crise personnelle ou collective, on ait un endroit, on est accueilli par un psychologue, et ça c'est très... Voilà, donc c'est ça aussi, la régénération sociale, ça c'est du plus court terme. Ouais, non, mais tu parles de santé mentale au travail, là, du coup, et c'est un sujet... c'est pas un sujet de demain, quoi. C'est un sujet d'aujourd'hui. Oui. Et c'est vrai que le post, on va dire Covid, on voit bien que les gens sont revenus au boulot avec parfois un lien à l'entreprise qui s'est un peu fracturé parce qu'il y a eu beaucoup d'isolement. Donc il faut qu'on soit très très précautionneux là-dessus. Et nous, on forme justement à la détection de signaux faibles. C'est comment, et d'ailleurs c'est pas que le rôle du manager, là-dessus on est tous acteurs. C'est comment, quand on voit un collègue qui s'isole depuis quelque temps, qui cherche de moins en moins à être dans la connexion sociale, il se passe quelque chose. Oui. Voilà, il faut qu'on aille comprendre. Voilà. Et ça c'est important. Donc c'est ça aussi la régénération. Tu vois, c'est des choses simples, mais qui sont, comme tu dis, là maintenant, pas dans 15 ans. Ouais. Merci, parce que c'est extrêmement concret. Le temps tourne. On est bavards tous les deux, et ça c'est top. J'ai une petite question quand même je change de sujet volontairement, mais pour le coup on n'a pas préparé, mais tu me répondras ce que tu veux ou ce que tu peux sur le sujet. L'IA dans la fonction RH, tu l'utilises déjà? Je parle pas d'utiliser un outil X ou Y, mais est-ce que vous y pensez, vous réfléchissez à l'implémentation de l'IA dans la fonction RH, ou est-ce que c'est encore en mode observation à l'heure où on se parle? Alors, moi, je pense qu'on avait déjà besoin de travailler sur la data avant de travailler sur l'IA, si tu veux, parce que on a mis en place un SIRH il y a maintenant 3 ans, parce qu'on avait justement besoin d'avoir une data propre. Je pense que ça, c'est très important. Tu vois, tu peux pas parler de carrière si déjà t'as pas la bonne data sur ce que les gens ont fait avant. Voilà. Donc nous, on a beaucoup concentré notre temps là-dessus. Pour l'instant, d'un point de vue RH, j'entends, on l'exploite assez peu. Et encore une fois, il y a beaucoup de fantasmes autour de l'IA sur ce que ça peut faire, ce que ça ne peut pas faire. Pour l'instant, on pose déjà une stratégie. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Et moi, je suis pas contre l'IA, parce que je pense que de toute façon, c'est comme le sujet des RPS, c'est là. Donc l'ignorer, ça ferait pas sens. Par contre, c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut en faire. Moi, j'aime bien l'idée de dire comment, avec l'IA, on est plus efficace. Tu vois, moi, c'est typiquement, nous, on travaille avec Copilot. Pourquoi refuser, quelque part, de pouvoir avoir des outils qui te facilitent ton quotidien? Donc, moi, je trouve que ça, c'est des choses qui sont complètement évidentes. Donc, on en est là. On est en train de regarder comment on peut déjà effectivement s'appuyer sur des outils qui apportent de l'efficacité au travail. Et puis, on est en train de réfléchir à une stratégie plus globale, mais là, qui dépasse le sujet des RH. Voilà. Ok, très très clair. Sur mon podcast, je sais que celui-ci est en tout cas conseiller dans quelques écoles RH, donc j'en suis ravi. En tout cas, j'ai quelques retours. Quel conseil tu donnerais, toi, à un jeune ou une jeune RH qui débute dans la fonction? Je crois que tout à l'heure tu le disais en introduction, moi je suis plutôt quelqu'un qui veut garder les pieds sur terre, et je trouve que dans un parcours, il y a une étape, en tout cas en France, un peu incontournable, qui est le parcours en usine. C'est un job fantastique. Quelque part, c'est un job de numéro 1 dans ta fonction. T'es DRH d'une petite entité. Tu découvres l'ensemble de la palette des fonctionnalités du métier. Donc, moi, je leur dirais, allez-y, quoi. Et c'est concret. Tu fais des choses très concrètes de terrain.
Donc c'est ça que je leur dirais. Voilà, n'ayez pas peur. Alors évidemment, on sait bien que les usines, elles sont pas trop parisiennes ou pas trop dans les grandes villes. Moi, j'ai commencé à Charleville-Mézières, donc autant te dire que c'était pas sur ma liste, en haut de ma liste, mais voilà, faites le pari d'aller vous confronter à un environnement qui est très stimulant et où on apprend beaucoup. Ok, pour l'avoir vécu, je confirme. Voilà. Et c'était pas à Paris non plus. C'était à Aix-en-Provence, c'était sympa. Plus sympa. Ouais, c'était sympa. Si tu pouvais changer une seule chose dans le droit du travail français, tu changerais quoi? Si tu avais la baguette magique d'être ministre du Travail et de dire ce truc-là, je le supprime ou je le change? C'est une super question. Moi, il y a quelque chose que je trouve qui aujourd'hui nous rend un peu trop à l'étroit. Je trouve que dans les relations sociales, il faut bien sûr des corps intermédiaires. Tu vois, il y a pas de discussion là-dessus parce qu'on peut pas discuter avec l'ensemble des salariés. Par contre, je trouve que en droit du travail, on est très contraint parce qu'on met dans ce qu'on discute dans le cadre des réunions d'instance. Moi, je voudrais qu'on ait plus de liberté pour se parler en dehors et qu'on ait moins de formalisme, parce que souvent, ça nous contraint à être dans une forme de jeu de rôle. C'est pas le cas chez Expansions parce qu'on est une entreprise familiale où on a tous envie d'aller dans le même sens, mais j'ai connu parfois, si tu veux, des positions, des jeux de rôle, etc. Oui, du théâtre, parce que c'est très porté par la rigidité du système. Donc, probablement plus de flexibilité dans la façon dont on interagit avec nos partenaires sociaux. Je pense que ça nous ferait progresser. Okay. Comment tu fais ta veille pro aujourd'hui? Pas mal sur LinkedIn. Pas mal sur LinkedIn, ouais. Oui, okay. Le réseau aussi. Pas mal parce que T'es membre de communauté? MDRH ou autre, je sais rien. Non. Okay. Je suis plutôt dans des communautés qui sont pas des communautés entre guillemets statutaires. Tu vois, typiquement, avec la CEC, on a des communautés assez naturelles. J'ai des communautés d'anciens copains de Danone. Des alumni. Voilà. Donc. Et puis effectivement des réseaux qui se créent un peu naturellement autour de sujets, voilà, mais pas plus que ça. Mais moi j'aime bien écouter ce qu'on me propose. Voilà, donc quand on me dit le bouche à oreille sur des sujets, tiens, regarde l'article, écoute le podcast, c'est intéressant, j'y vais volontiers. T'arrives à en écouter quand même des podcasts? Oui, ouais. Quand tu le temps. De temps en temps sur le trajet du boulot. Au transport, ouais. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose, un sujet que tu aurais aimé partager et que j'ai zappé? Ou est-ce que tu as le sentiment d'avoir pu exprimer ce que tu avais envie d'exprimer à nos auditeurs et auditrices? Écoute, je crois qu'on a parlé de beaucoup de choses. Yes. Moi, je trouve ça très, très chouette. Ouais. Est-ce qu'il y a des RH que tu me recommanderais d'interviewer? Des personnes qui travaillent dans la fonction RH? Alors, moi, j'ai Evelyne Leroy-Barès, que je trouve qui fait un travail assez formidable. Qui travaille où? Alors, c'est la Maïf. Ok. Et d'ailleurs, elle parle de richesse humaine. Moi, ça me parle. Et puis, je crois qu'elle le fait avec beaucoup d'authenticité, beaucoup de cohérence. Ok. Voilà, écoute. Voilà, si tu m'entends, Evelyne, je te fais une bise. Ok. Et dernière question, si des auditeurs, des auditrices RH voudraient te contacter, LinkedIn. Ouais. Tu arrives à répondre? Alors, j'arrive à répondre avec beaucoup de retard, je dois le confesser. Donc, ne m'en veuillez pas. Mais je finis par répondre. un jour, tu réponds. Un grand merci, Alexandra. Merci à toi. Ouais, un grand merci pour ce chouette entretien, pour ton sourire au micro. J'espère qu'il va se retranscrire. Pour tes convictions aussi, tu partages fortement et ça se sent pour... En tout cas, moi, j'apprécie pour ton amour pour la fonction RH et tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut faire changer dans les organisations. Alors, certes, il faut des dirigeants, des dirigeantes qui écoutent, qui ont de l'ouverture d'esprit, ça c'est sûr. Mais il faut aussi être volontariste et avoir envie d'aller vers eux et vers elles, leur proposer des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Voilà. Merci beaucoup, Alexandra, en tout cas. Merci à toi. Merci et à bientôt à tout le monde. À bientôt. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt.